Bien, alors nous reprenons pour la dernière session, qui est une table ronde. Alors c'est censé être un petit peu plus interactif. Et sous l'intitulé donc que faire, enfin réfléchir à des pistes compte tenu de tout ce que nous avons entendu depuis hier matin, ces visions très contrastées de l'état des institutions européennes et des solidarités en Europe. Cette table ronde, elle est pluridisciplinaire. Je dois vous dire, je vais vous partager un secret de fabrication qu'initialement j'avais proposé à Madame l'ambassadeur de Suède de participer à la table ronde, mais elle a préféré, en étant ambassadeur de Suède, donner le point de vue de la Suède dans le cadre... bon, ce qui casse, j'ai veillé à la mixité de tous les plateaux, mais là, je suis désolé, c'est le choix souverain, de la Suède. Cela dit, cette table ronde n'en reste pas moins très interdisciplinaire. Je vais vous en présenter rapidement les participants, dans l'ordre d'ailleurs où ils vont commencer par prendre la parole. Donc, en commençant par Michel Aglietta, qui est un économiste, polytechnicien, comme beaucoup de nos meilleurs économistes, et ancien administrateur de l'INSEE. Et c'est un spécialiste de l'économie monétaire internationale et du fonctionnement des marchés financiers. Et il a été membre du Haut Conseil des finances publiques de mars 2013 à septembre 2015. Nous avons été collègues aussi à l'Institut universitaire de France. Et il a publié récemment un livre qui nous a permis de nous connaître un peu plus au moment de sa parution, parce que c'était justement un des livres qui, en France, est sorti avec une vision prospective qui visait à Europe sortir de la crise et inventer l'avenir, qui est paru chez Michalon en 2014. Et je mentionne aussi les travaux extrêmement importants de Michel Aglietta sur la monnaie, notamment un livre paru chez Odile Jacob en 2016, La monnaie entre dette et souveraineté. František Draos, qui est un vrai citoyen européen, qui est venu de Pologne, qui a fait ses études à l'Institut d'études politiques de Paris, et qui est un spécialiste de l'histoire intellectuelle et des questions politiques européennes, qui vit en Allemagne, donc il est depuis de nombreuses années dans la banlieue de Berlin, dans un endroit très calme, et qui a publié une somme très importante sur appelée critique historique de l'idée européenne, dont en plusieurs tomes, si ma mémoire est bonne. Voilà. Et le dernier tome est paru ? Non, pas encore. Bon, le dernier tome n'est pas encore paru, mais il est à paraître. Et enfin, Pierre Rodière, qui est professeur émérite à l'Université Panthéon-Sorbonne, où il a dirigé le master de droit social et a enseigné en particulier le droit social européen. Alors, je ne vais pas vous... Je présume qu'il y a des juristes dans cette salle, donc ils connaissent déjà Pierre Rodière, mais je ne vais pas vous donner la liste de ses travaux, mais il est connu notamment pour le traité de référence en droit social de l'Union européenne, qui est publié aux éditions LGDJ et qui a fait l'objet, la dernière réédition, je crois, de 2014. Oui, parce que c'est ça, il faut que vous compreniez que le labeur des juristes, c'est d'écrire sur du sable. Et donc, il y a la marée qui vient presque tous les jours effacer ce que vous avez écrit. Donc, il faut réécrire. Mais dans cet exercice laborieux, celui qui s'y attelle voit les transformations, les mouvements, les lignes de force, en ayant à remettre le métier sur l'ouvrage aussi régulièrement. Donc, je vous remercie tous les trois d'avoir accepté de participer à cet exercice qui... les juristes appelleraient de lege ferenda, du droit qu'il faudrait faire. Alors, on ne vous demande pas nécessairement d'ailleurs de propositions juridiques, mais enfin, ce qui ressort de nos travaux, c'est que l'Europe pourrait aller mieux. Bon, c'est ce que Marc appellerait un understatement.
Alors, comment pourrait-elle aller mieux? Nous avons vu que, de la part de certains pays, l'idée d'une refondation, de reprendre les traités, entraîne des réactions négatives immédiatement, alors que, vu d'autres pays, il n'y a pas d'issue sans reprendre la question des traités. Ça, c'est un problème qu'on peut se poser pour les juristes. On a vu sur les questions de la monnaie qui ont été évoquées hier matin par Gaël Giraud, qui a fait un exposé extrêmement brillant. On a un sentiment d'impasse dans la façon dont ont été conçus les mécanismes de la Banque centrale, du contrôle monétaire. Alors, que peut-on faire? Il y a beaucoup de pistes dans votre livre. Et plus généralement, si on prend la profondeur historique et géopolitique de l'Europe, là aussi, le point de vue de Francis Bravos nous sera très précieux. Donc, vous parlez là de points de vue disciplinaires très, très différents. Donc, je vous ai demandé à chacun de faire un exposé un peu plus bref que ceux que nous avons eus précédemment, de façon à ce qu'on puisse avoir dans un second temps un deuxième passage des plats, si je puis dire, primi piatti, secondi piatti. Il y aura un deuxième service à partir des interventions des uns et des autres. Donc, Michel Aguiletta, vous avez la parole. Merci beaucoup. Bonsoir tout le monde dans cette deuxième soirée. Donc, en effet, je suis l'économiste du jour, comme Gaël Giraud l'était hier. Faut-il refonder l'Europe ou compléter sa fondation? C'est ça la principale question que je poserai. Dans un cas nouveau, qui est la menace géopolitique, qui est vraiment une nouveauté par rapport à ce qui a existé jusque-là. N'oublions pas quand même que, si on fait une critique monétaire, que la crise financière a été surmontée par la BCE, exclusivement par la BCE. Les comportements des gouvernements à partir de la crise grecque ont été des comportements totalement désastreux, avec des politiques totalement contre-productives, c'est-à-dire des politiques récessives, systématiques et de tout le monde, dans une période qui était encore dans les conséquences de la crise de 2008 et où le secteur privé était incapable de soutenir la conjoncture économique, ce qui fait que l'Europe a plongé dans une deuxième récession et seule la BCE l'en a sorti. Donc ça, c'est quand même quelque chose qu'il faut dire. Et pourquoi elle l'a sorti? Parce que la BCE est la seule institution européenne qui a un pouvoir. La seule institution européenne qui soit de nature fédérale dans un monde qui n'est pas fédéral. Là, c'est donc un premier aspect. La monnaie a été sauvée comme bien commun par l'existence d'une institution qui prend en compte l'intérêt européen dans son domaine et qui a donc légitimé l'euro comme monnaie. Et donc, il faut s'appuyer là-dessus, bien entendu, et non pas détruire ça. Le deuxième élément, c'est que nous entrons dans une crise géopolitique. N'oublions pas que l'Europe s'est construite, selon Jean Monnet, par la politique des petits pas. La politique des petits pas, c'est-à-dire l'intégration progressive du commerce, puis de la finance, etc., elle s'est faite parce que nous étions sous un parapluie politique, en quelque sorte, c'est-à-dire l'ordre hégémonique que les États-Unis ont construit après la Deuxième Guerre mondiale. Et tant que cet ordre a subsisté, l'Europe, disons, pouvait faire profil bas, c'est-à-dire n'avait pas besoin d'exister politiquement. Et c'est là maintenant la collision entre le problème géopolitique qui s'ouvre et les difficultés que l'Europe a de dépasser l'immobilisme dans lequel elle est entrée après l'avancée de la monnaie. Elle n'a plus fait aucun. Donc voilà la question essentielle. Alors pourquoi dis-je que nous sommes dans une situation politiquement dangereuse au niveau mondial? Vous savez, le problème géopolitique, mais vous ne connaissez peut-être pas bien le problème monétaire qui est derrière. Ce qui unifie aujourd'hui le monde, c'est la globalisation néolibérale, c'est-à-dire une globalisation par les marchés de capitaux. Or, ceci repose fondamentalement sur la devise clé. Il faut qu'il y ait une seule monnaie qui soit la liquidité ultime du monde pour que fonctionne une globalisation financière. Or, il est impossible de penser que le dollar puisse rester dans ce rôle-là alors que les États-Unis deviennent protectionnistes. C'est-à-dire qu'il y a contradiction logique entre émettre une devise pour le monde entier et devenir un pays protectionniste.
Donc nous sommes vraiment devant une contradiction extrêmement dangereuse qui peut en effet mener à ce qu'on appelle la déglobalisation. C'est exactement ce qui s'est passé à partir des années 20, lorsque la Grande-Bretagne n'était plus capable de maintenir la devise clé d'une manière capable de réguler les relations économiques internationales, et où les États-Unis faisaient exactement l'opposé de ce qu'il fallait faire à l'époque, et n'étaient pas en état de prendre le relais de la Grande-Bretagne. La question d'aujourd'hui est encore bien plus fondamentale. Et vous avez des gens qui vont vous dire, on va chercher quelle est la nouvelle devise clé. Il n'y aura pas de nouvelle devise clé. C'est-à-dire qu'il faut penser un monde multipolaire, et donc penser la formation, si vous voulez, de relations internationales capables de faire fonctionner un monde multipolaire. Et donc, il faut penser à quelque chose comme une coordination multipolaire internationale, et avec elle, une devise qui soit vraiment mondiale, qui existe d'ailleurs en potentiel, ça s'appelle les droits de tirage spéciaux, mais qui, pour l'instant, est, si vous voulez, dans les limbes. Donc, on est dans ce contexte mondial, et je dis que dans ce contexte mondial, il est absolument crucial que l'Europe existe politiquement comme unité capable de participer à cette construction de l'ordre multipolaire. Donc, il y a une dimension globale qui fait retour sur l'Europe et qui nous oblige d'avancer. Sinon, l'Europe n'existera pas. Je veux dire, il n'est pas possible, dans un monde d'États-continents, avec des puissances montantes aussi fortes que la Chine, et probablement ensuite que l'Inde et le Brésil, que l'Europe puisse ne pas exister politiquement dans un monde multipolaire. Voilà le premier. Or, nous sommes dans un immobilisme politique aujourd'hui, et il importe que les politiques prennent en charge tout de suite, je veux dire, ce changement fondamental de la géopolitique mondiale. Ça, c'est le premier. Deuxièmement, quel est le principe pour avancer alors l'intégration européenne dans les conditions de ce siècle, mais sans dire, la solution, elle est bien connue, le first best, c'est fédéralisme. Fédéralisme n'est pas pour demain. Le fédéralisme n'est pas dans la possibilité des relations politiques internes de l'Europe. Il faut donc que les relations politiques internes entre les pouvoirs politiques européens puissent faire avancer cette idée que l'Europe doit exister politiquement, tout en maintenant la souveraineté des nations. Il faut donc cette idée que dans le dernier livre que nous avons fait, je ne l'ai pas cité celui-là, la double démocratie, travaillant avec un politologue, j'ai essayé d'avancer un certain nombre d'idées, et c'est à partir de celle-là que je vais essayer de définir les principes pour l'avancée de l'intégration européenne. Et les citoyens aujourd'hui, ce qui les gêne, c'est quoi? C'est le chômage, c'est le développement des inégalités, ce sont des choses tout à fait concrètes, c'est des choses qui concernent la solidarité sociale. Eh bien, c'est donc là-dessus qu'il faut pouvoir avancer. Et comment faut-il pouvoir avancer là-dessus? Eh bien, il y a un pilier essentiel. Si vous voulez, je reprends un peu ce que nous avons fait, qui nous a mené finalement à l'immobilisme depuis le traité de Maastricht. Les deux déficiences que nous avons, c'est nous avons supposé la sécurité par procuration, ça c'était le parapluie américain qui disparaît, et nous avons supposé aussi qu'il y a une prospérité par le laisser-faire, c'est-à-dire en laissant se développer le système néolibéral d'origine anglo-saxonne. C'est ces deux éléments-là qui doivent être transformés, profondément, ce sont des questions de fond. Mais ce sont des questions de contenu, ce ne sont pas des questions qui impliquent nécessairement des changements institutionnels tout à fait radicaux. C'est ça que je veux dire. Et alors, de quoi s'agit-il? Il s'agit de penser un contrat social de croissance soutenable, de développement soutenable, c'est bien là où nous en sommes, qui comprend en effet la sécurité, mais la sécurité, vous voyez, c'est une notion qui est plus étendue que celle qui existait dans le monde westphalien des États-nations. La sécurité aujourd'hui implique des besoins de sécurité écologique, économique et financière, comme j'en ai parlé, et pas seulement, si vous voulez, la question d'éviter qu'on se fasse la guerre. C'est beaucoup plus large, la notion de sécurité dans ce siècle. Car nous sommes menacés, toute l'humanité est menacée par le problème de la détérioration environnementale, n'est-ce pas? Et donc, il faut donc que nous puissions, si vous voulez, réussir ça. Alors, il y a un concept unificateur, alors je le pense d'un point de vue d'un économiste, mais il va bien au-delà de la notion économique. Le concept unificateur qui permet de préserver un double niveau de responsabilité politique, européen et national, c'est ce qu'on appelle produire une valeur ajoutée européenne. C'est-à-dire
développer une stratégie de long terme qui implique des investissements tels que leur nature ne permet pas, ou beaucoup moins, si vous voulez, efficacement, d'être faits dans chaque pays séparément. Donc il faut dépasser le principe de subsidiarité vers cette notion de valeur ajoutée européenne. Évidemment, elle est essentielle dans le domaine du climat. Il est clair que ce n'est pas chaque pays séparément qui va résoudre le problème climatique. Même au niveau européen, il est mondial, mais il est aussi européen avant tout, et on peut agir en tant qu'Europe, et on a le traité de Paris, l'accord de Paris à faire vivre, quand même il est le nôtre. Si on abandonne l'accord de Paris en disant les États-Unis n'en font rien, nous, c'est fini, je veux dire, on ne peut pas faire beaucoup plus. C'est ce qui se fait aujourd'hui. Nous sommes très en deçà si vous voulez, des engagements que nous avons pris. Et nous sommes soi-disant ceux qui doivent gérer l'accord de Paris. Donc vous voyez ce que ça veut dire, valeur ajoutée européenne, vous l'avez dans le domaine des réseaux, dans le domaine de la production d'électricité de forme renouvelable, dans le domaine de sa distribution, dans le domaine des transports. Nous avons une masse énorme d'investissements à faire qui permettent d'aller vers cette notion de croissance soutenable. Et ça, l'Europe le fera beaucoup mieux, évidemment, que chaque pays séparément. Donc, tout le monde devrait y gagner, vous voyez, la notion de valeur ajoutée européenne. Alors, je ne vais pas plus loin pour l'instant, j'y reviendrai si vous le dites là-dessus. Ce que je veux dire, c'est que le changement politique qui est nécessaire pour développer une valeur ajoutée européenne, c'est de modifier profondément le rôle aujourd'hui du budget européen. Là, en 1990, contre la chute du mur de Berlin, la solution, c'était une monnaie. Il fallait une monnaie pour que l'Allemagne soit bien mise à l'intérieur de l'Europe et reste à l'intérieur de l'Europe. Ça a été l'accord Kohl-Mitterrand qui a été absolument crucial et ça a fait une monnaie. Aujourd'hui, c'est le budget. Le budget européen est décisif si on veut avancer, sortir, si vous voulez, de l'immobilisme que nous avons. Et le budget implique évidemment... Pourquoi évidemment le budget? Parce que le budget, comme chacun sait, et les juristes le savent mieux que moi, c'est le socle politique et financier de la démocratie, dès lors qu'il est sous le contrôle d'un Parlement. Il faut donc un vrai budget politique en Europe sous le contrôle du Parlement européen. Mais je comprends très bien qu'on n'est pas dans le fédéralisme et que le Parlement ne va pas lever l'impôt pour l'Europe. Il faut donc contourner ça. Et contourner par ce qu'on appelle, et c'est le deuxième concept, le premier, valeur ajoutée européenne, le deuxième, ressources propres du budget européen. Alors ça, c'est quelque chose de tout à fait important, et je vais terminer sur cet aspect-là. Qu'est-ce qui est en cause là-dedans? C'est qu'aujourd'hui, le budget européen, c'est un vrai désastre. Aujourd'hui, depuis ses origines, c'est un budget à somme nulle. C'est-à-dire que, d'abord, il n'y a que 10% de ressources qui soient des ressources propres. Ce sont les droits de douane, et qui tendent à diminuer au fur et à mesure, évidemment, que les droits de douane se réduisent, si jamais l'ordre international se poursuit. Il faut donc d'autres ressources propres. Vous voyez, les droits de douane, c'est important parce qu'ils appartiennent à l'Europe et les gouvernements n'ont pas, si vous voulez, le pouvoir de les augmenter, de les baisser, de dire non, j'en veux plus, etc. Mais le reste des ressources européennes, ce sont des transferts venant des États membres. Ce ne sont pas des ressources propres. Et donc, augmenter les ressources propres, c'est évidemment ça qui est décisif, car en augmentant les ressources propres, vous donnez au Parlement européen la possibilité de contrôler un budget qui aura une dimension et une nature politique, c'est-à-dire qu'il pourra faire d'une stratégie à long terme d'investissement. Vous voyez, le lien, c'est stratégie à long terme d'investissement en fonction de la croissance soutenable, qui crée une valeur ajoutée européenne, donc il y a un win-win, qui est un jeu à somme positive au lieu d'être un jeu à somme nulle, mais qui n'est possible que si le budget européen existe en tant qu'un budget qui a des ressources propres suffisantes. Alors je vous donne des exemples de ressources propres possibles. En fonction, bien sûr, les ressources propres doivent dépendre de la nature des dépenses qu'on veut faire. Encore une fois, pensez à cette idée, des dépenses pour la valeur ajoutée européenne. Si donc on pense que le climat est crucial, il faut une taxe sur le CO2 qui ne doit pas être nationale, mais européenne et unifiée, et qui soit une ressource directe du budget européen, puisque c'est lui qui va garantir ces investissements longs. Comprenez la logique? Eh bien, c'est pareil pour d'autres choses. Si l'on veut faire une union des marchés de capitaux, et ce qu'on veut faire, en particulier pour que les PME de toute l'Europe reçoivent beaucoup plus de ressources pour développer de l'innovation, eh bien, si il y a une union des marchés de capitaux,
ça veut dire que, de la même manière que l'Union commerciale a donné des droits de douane à l'Europe, les taxes sur les transactions financières, les taxes qui sont liées aux taxes sur les intermédiaires financiers, devenant totalement européens, doivent aller directement au budget européen et pas aux budgets nationaux. Alors, on allait dire, les budgets nationaux vont avoir des problèmes, etc. Mais non, pas du tout, puisque c'est une substitution. Si le budget européen devient un budget qui permet de faire de l'investissement, il fera de la production, il fera des revenus, il fera des ressources qui reviendront aux budgets nationaux. Et par conséquent, les budgets nationaux seront en meilleur état si les ressources européennes sont des ressources propres. Voilà la dynamique auquel je pense. Et à partir de ça, eh bien, je dis simplement en conclusion de ça, je veux dire, si on fait ces stratégies de long terme, nous n'avons pas de stratégie de long terme puisque nous n'avons pas d'Europe et que nous n'avons pas de budget pour pouvoir la soutenir, ces investissements. Ensuite, ces investissements, ce n'est pas le budget qui va les faire. Ils sont massifs. Non, mais le budget va garantir des acteurs financiers qui vont pouvoir investir. C'est-à-dire, avec ce budget européen, on peut développer très considérablement le plan Juncker. On peut y introduire tous les intermédiaires financiers publics en tant qu'actionnaires du plan Juncker. Vous pouvez le multiplier. Il a commencé à être transformé pour être augmenté légèrement. Mais il peut être au moins quadruplé. Donc voilà les outils. Les outils existent. Les outils n'impliquent absolument pas un changement de traité. Mais ils impliquent que les hommes politiques des États membres deviennent des hommes politiques européens. Et donc, effet sur la zone euro extrêmement positif, effet indirect. Il faut partir du long terme, c'est ce que je dis, pour revenir au court terme. En effet, pourquoi il y aura effet très positif sur la stabilité de la zone euro? Une grande partie de la stabilité, des difficultés de la stabilité de la zone euro sont parce que la croissance est beaucoup trop basse, en moyenne sur la zone euro, ce qui entraîne des oppositions entre les pays excédentaires et les pays déficitaires. Et seuls les pays déficitaires sont contraints à s'ajuster. Donc on s'ajuste de manière déflationniste systématiquement par cette notion de compétitivité obtenue par dévaluation salariale. Eh bien non, si vous augmentez la croissance de toute l'Europe par une stratégie à long terme de toute l'Europe, et donc si vous produisez une valeur ajoutée européenne, vous créez des ressources parce que vous créez du revenu supplémentaire, et donc des ressources pour chaque pays. Ce qui veut dire que dans le cas d'une récession conjoncturelle, les pays tomberont beaucoup moins bas si vous partez d'une croissance moyenne plus élevée que dans les conditions actuelles. Avec une croissance moyenne à 1%, comme on l'avait à peine à 1% en 2011-2013, il est clair que la récession qui est venue a mis l'Italie dans des situations impossibles. L'Espagne dans une situation impossible. Ils ont rebondi après, mais très largement. Entre-temps, ils ont perdu une masse énorme de main-d'œuvre qualifiée qui sont allés en Allemagne. C'est quelque chose qui n'est pas normal. Et les Allemands n'ont absolument rien fait pour relancer, alors qu'ils avaient les moyens chez eux, et compenser, si vous voulez, l'ajustement déflationniste. Si vous avez une croissance potentielle de l'Europe plus élevée, vous n'aurez pas cette question-là. Même les pays qui subiraient des crises, disons, d'une conjoncture plus basse que les autres, il garderait, si vous voulez, la tête au-dessus de l'eau, ce qui veut dire une croissance positive. Personne n'aurait de croissance négative si la croissance potentielle de l'Europe était plus élevée. Et donc, on peut faire ça. Et l'autre élément dans lequel la politique globale de l'Europe peut favoriser la stabilité de la zone euro, c'est qu'il n'y a qu'à faire comme les Chinois. Si vous avez des projets d'investissement à long terme, vous devez évidemment les programmer dans le temps. Donc, vous avez une réserve de projets, vous devez toujours avoir une réserve de projets à investir en réserve. Et cela, vous les déclenchez, vous les mettez en route dans la période où la conjoncture est plus basse. Et par conséquent, vous soutenez mieux la conjoncture d'ensemble. Donc, vous voyez comment une politique d'ensemble de l'Europe peut avoir des effets considérables sur l'ensemble des pays et, enfin, créer quelque chose qui sera l'existence d'une unité politique de l'Europe. Voilà ce que je voulais dire. Merci beaucoup, c'est extrêmement percutant. Et donc, j'aurais dû citer, en effet, pardonnez-moi,
la double démocratie, paru aux éditions du Seuil, puisque c'est par ce livre que nous avions noué la conversation. Donc les idées de M. Aglietta, je vous incite à lire ce livre, parce qu'elles sont développées et argumentées dans cet ouvrage. Donc je suis l'ordre, en me tournant maintenant vers František Drauss, que j'ai déjà présenté, donc je lui donne la parole à son tour.